Parler de deux choses principales que j'ai connectées ensemble suite à une découverte que j'ai faite en 2019, à savoir l'astronomie et les pyramides. Et là, en l'occurrence, les pyramides d'Égypte. Alors, juste, je vais m'introduire très rapidement pour que vous compreniez pourquoi cette passion m'a prise. Je suis donc astronome amateur depuis ma plus tendre enfance, quelque chose qui m'a toujours passionné, le ciel, les ovnis aussi, à cette époque-là d'ailleurs. Et je suis projeteur CAO, c'est-à-dire que je fais des plans sur ordinateur pour l'industrie mécanique. Et donc c'est un peu ces deux compétences qui, par un grand hasard en 2019, m'ont amené à faire une découverte, celle qui tendrait à penser que ces pyramides d'Égypte représentent, en plus de ce que beaucoup de personnes leur associent, des astres qui étaient divinisés par les anciens Égyptiens, et en l'occurrence, là, principalement, les planètes de notre système solaire. Donc on va aller sur quelque chose qui peut sembler anachronique, parce qu'on va se rendre compte que ça sous-entend des connaissances pour les Égyptiens qui sont dignes des Grecs, et puis plus tardivement de Kepler, qui a découvert comment fonctionnait un peu le système solaire avec les orbites qui ne sont pas circulaires, mais qui sont des ellipses, etc. Mais on va faire une grosse introduction où on va voir un petit peu que l'astronomie, le ciel, intéresse les civilisations depuis assez longtemps, et que voilà, ce planétarium ne débarque pas de nulle part non plus, il y a des connaissances qui remontent à de nombreux millénaires. Voilà, donc Homo erectus, projeteur d'étoiles depuis au moins 20 000 ans. On va faire une petite chronologie de sites qui sont soit avérés avoir une connexion avec l'astronomie, avec des connaissances astronomiques, soit supposés. Voilà. Donc je préciserai à chaque fois. Donc on commence aux alentours des moins 19 000, moins 17 000, ça dépend des datations, sur la grotte de Lascaux. Donc j'ai mis là deux images assez connues. Une que je décrirai pas trop parce qu'il n'y a pas d'astronomie là-dedans, mais il y a quand même des choses un peu bizarres. On a un personnage avec une tête d'oiseau qui fait penser d'ailleurs à certains dieux égyptiens, et puis ce qui semblerait être une représentation de l'âme, avec peut-être un homme mort en chassant. Ce qui va nous intéresser, c'est plus ce qu'on a à gauche. Donc ce qu'on a à gauche, c'est un taureau. Et puis, il faut savoir que dans les grottes de Lascaux, surtout au niveau de l'entrée, on a plein de petits points partout dans la grotte de Lascaux. Et pour ceux qui ont visité cette grotte-là, en fait, quand on pose la question au guide, ils nous expliquent qu'ils ne savent pas trop à quoi correspondent ces points. Alors moi, c'est bizarre parce que j'ai tout de suite pensé, quand même, en plus de la chasse, qui faisait partie vraiment des pratiques régulières des hommes à cette époque-là, les hommes étaient beaucoup plus en connexion avec le ciel qu'on peut l'être aujourd'hui. Ils l'observaient beaucoup plus que nous, ils étaient beaucoup plus fascinés qu'on l'est aujourd'hui. Enfin, moi, je le suis toujours. Et voilà, j'ai été étonné qu'on ne fasse pas la relation entre ces petits points qu'il y a un peu partout et tout simplement les étoiles qu'il y a dans le ciel. Donc, il y a une chercheuse qui a fait le lien et qui trouve qu'il y a des représentations de constellations dans cette grotte. L'exemple le plus typique, c'est ce qu'on a là. Puisque vous avez ici ce qui pourrait être une représentation des Pléiades. Quand vous regardez dans le ciel, vous avez un petit amas d'étoiles avec 7 étoiles, 6 ou 7 selon la vue que vous avez, étoiles principales d'une couleur bleutée, qui représentent les Pléiades. Et ce qui est assez intéressant, c'est que si on considère que ceci, c'est les Pléiades, eh bien, l'étoile qui serait à cet endroit-là correspondrait à l'étoile Aldébaran, qui est une étoile assez brillante, et qui fait partie de la constellation du Taureau. Alors, il y a plein de taureaux dans cette grotte-là, mais c'est assez bizarre. Ici, on aurait des étoiles qui pourraient correspondre à la zone de la constellation d'Orion. Et donc, il y a une chercheuse qui s'appelle Chantal Jegg-Volkiewicz qui a fait tout un tas de relevés, alors dans cette grotte, et y compris dans de nombreuses grottes en Europe. Et en gros, pour faire court, elle a remarqué que souvent, déjà, les grottes étaient sélectionnées en fonction de leur orientation par rapport, souvent, au solstice d'hiver. Et elle a fait un très gros travail dans cette grotte de Lascaux, et elle trouve, au-delà de cette corrélation-là, qu'il y a possibilité d'y trouver de nombreuses constellations. Juste pour rappeler, c'est solstice d'hiver, le soleil rentre dans la grotte et éclaire le fond de la grotte, c'est ça? Oui, après ça va dépendre des sites. Je parlais de Lascaux. Lascaux, je ne l'ai pas en tête, mais normalement, Lascaux, c'est le
Et en plus, elle est plus accessible. Oui, Je ne sais pas si c'est facilement vérifiable sur. Je l'ai vu quelque part. Dans ces travaux, vous trouverez l'information. Mais la plupart du temps, c'est le solstice d'hiver. Pourquoi? Parce que pourquoi cette période? On verra après qu'en Égypte, c'est plus le solstice d'été. Parce que pour les habitants du Nord, à cette époque-là, le froid était assez rude. Et le solstice d'hiver, c'est le moment où la journée va recommencer à augmenter et où il va commencer à faire de moins en moins froid. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pris cet article dans Sciences et Vie, dans Sciences et Avenir, pardon, et ils ont utilisé le terme de planétarium de Lascaux. C'est pour ça que j'ai repris ça. Ça fait un peu écho au planétarium de Memphis. Bon là, c'est un peu, c'est pas forcément le bon terme. Planétarium, qui dit planétarium dit planète, et là c'est plus des corrélations avec des étoiles. Mais j'ai trouvé ça intéressant que ce terme-là ait été utilisé, planétarium de Lascaux. Peut-être qu'un jour vous verrez dans Sciences et Avenir le planétarium de Memphis. Là, ça va. Est-ce qu'on retrouve ces éléments-là dans toutes les grottes où il y a des papiers de plastique? Non, c'est pas évident, et puis c'est encore Cosquet, très peu étudié, mine de rien. C'est la seule chercheuse à vraiment étudier ça, et ça fait assez polémique. Donc là, on parle typiquement, on parle de connaissances, enfin, c'est même pas des connaissances astronomiques, puisqu'il n'y a rien de transcendant à imaginer qu'il y a 20 000 ans, les hommes, en plus de représenter leur scène de chasse, ont représenté le ciel qui était leur écran de télévision préféré. Donc il n'y a rien d'étonnant à ça, mais ça fait très polémique. Donc ça fait pas consensus. Il y en a d'autres sites qu'on verra, ça fait consensus. Là, c'est pas grave. On fait un bond de 10 000 ans dans le temps. On est en moins 9 000 sur un site qui est encore très peu connu, qui est en gros le premier Stonehenge de l'humanité, qui se trouve en Turquie. Donc Göbekli Tepe, c'est plusieurs cercles de pierre comme ça, qui ressemblent un peu à des champignons ou à des petits thés, qui est assez énigmatique, d'autant plus qu'il était complètement, il a été enterré volontairement. On ne sait pas pourquoi. Et quand on regarde un petit peu les piliers qu'il peut y avoir, là on a beaucoup d'animaux en fait. On retrouve ce qui ressemble à des dindons, là on a un phacochère, on a un renard, là on a a priori un vautour avec un soleil au-dessus de son aile, sûrement un soleil, ça peut être la lune mais c'est sûrement le soleil, et une écrevisse. Donc clairement, et ça c'est pas que moi qui le dis, mais il y aurait une connotation astronomique, encore une fois, des représentations de constellations sur ces piliers. Moi, déjà, quand je vois ces animaux, on n'a pas l'impression de les voir en mouvement, ils ne sont pas en mouvement. On a vraiment l'impression qu'ils sont presque suspendus, avec les pattes comme ça, ils sont suspendus ou ils dorment. Mais en tout cas, voilà, certains chercheurs pensent qu'il y a Déjà, on sait à peu près que c'était une sorte de temple sur lequel il y avait une certaine connaissance qui pouvait être diffusée et amassée, parce qu'il n'y a pas d'habitation autour, donc c'est vraiment une espèce de centre cérémoniel. Et les connotations astronomiques sont assez fortes, et voilà, certains chercheurs pensent que clairement c'est des représentations, on va dire, archaïques de constellations. On va passer ensuite à Gozek, on est en Allemagne. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va voir Stonehenge, que vous devez tous connaître. On est à la même latitude que Stonehenge, et on a le même type d'ouvrage, même si sur Stonehenge, après vous rajoutez des cercles de pierre. On a un grand tumulus avec des remparts circulaires en bois et des piliers qui étaient en bois. Et là, c'est assez facile de se rendre compte, et on ne peut pas le nier, qu'il y a des connotations astronomiques, puisque vous avez deux données astronomiques basiques mais importantes. Vous avez l'axe nord-sud qui est signifié, donc le nord principalement qui est signifié, qui n'est pas le nord, faut bien préciser, c'est le nord géographique. Nous, avec notre boussole, on a tendance à confondre avec le nord géographique, on a le nord géomagnétique, qui est décalé de quelques degrés selon où vous trouvez sur Terre. Là, voilà, on a un nord géographique qui correspond tout simplement à l'axe du monde, c'est-à-dire au pôle nord céleste, là où actuellement on a notre étoile polaire, avec la circulation de toutes les étoiles qui se fait autour. Donc voilà, on a l'axe du monde qui est signifié ici, une donnée astronomique principale liée à la rotation de la Terre sur elle-même, et on retrouve les solstices d'hiver dont on a déjà parlé tout à l'heure. Donc vous avez tout simplement à l'est le lever ici du soleil en hiver et son coucher le même jour. Donc là, connotation astronomique évidente. Ensuite, on passe en Égypte, sur lequel on va finir la grosse partie de la présentation. On est à Nabta Playa. Pareil, c'est un site qui est assez peu connu, mais très bien préservé puisqu'il est dans le désert égyptien. Un endroit où il y avait un lac quand la sécheresse n'est pas apparue. Donc voilà, il y a pas loin de 7000 ans.
Et là, donc je vous ai montré le plus célèbre, mais il y a plein de cercles de pierre comme ça, en tout cas plusieurs, et notamment des alignements de pierre aussi, qui seraient focalisés sur la visée de la constellation d'Orion, dont on va reparler après. Et là est signifié cette fois-ci toujours l'axe du monde, donc l'axe nord-sud, qui va ensuite être réutilisé d'ailleurs dans les pyramides, puisqu'il faut savoir que les pyramides sont globalement alignées sur les points cardinaux, qui est rendu possible justement par les visées astronomiques des étoiles qui gravitent autour du pôle nord céleste. Donc là, on a l'axe qui signifie nord-sud, l'axe polaire de la Terre, et on a cette fois-ci le solstice d'été qui est représenté. Alors pourquoi ici, le solstice d'été est plus important? Déjà au niveau saisonnalité, il ne fait pas froid chez eux, mais surtout le lever du soleil le premier jour de l'été pour eux correspond au creux du Nil qui apporte la fécondité, qui apporte le début des cultures. Et donc c'est pour ça qu'ils ont signifié ça, parce que pour eux c'est assez important, même si là on est un peu à l'écart du Nil. Hop. Ensuite on arrive à Stonehenge. Donc j'ai mis moins 3000, il faut savoir que Stonehenge c'est un ouvrage mégalithique tardif par rapport aux autres mégalithes en fait, qui ont été élevés bien avant. C'est comme une sorte, même s'il y a beaucoup de débats encore sur le sujet, une sorte de condensé astronomique où on va retrouver, même si les chercheurs ne sont pas d'accord entre eux, on va retrouver beaucoup plus de données astronomiques que ce qu'on a pu voir avant. Donc là, c'est plus difficile d'en parler, et puis c'est pas le sujet, mais en gros, voilà, on a un axe ici, et on a plein d'ouvertures de pierres qui auraient des visées astronomiques, dont on ne sait pas avec certitude à quoi elles correspondent, mais on est quasiment sûr que, voilà, ici on a une compilation de données astronomiques. Alors, pour info, j'ai mis moins 3000, le cercle de pierre est daté de moins 1000. En moins 3000, vous commencez à avoir un tumulus comme vous avez à Gözek. Je vous avais dit Gözek, juste avant, on avait juste un tumulus qui représente déjà un travail assez conséquent. C'est de la terre et des mètres cubes de terre qu'on a amassé pour faire un centre cérémoniel. On avait la même chose, et après, en moins 1000, on a rajouté ces pierres-là. Ensuite, on se trouve sur un site qui est très peu connu, mais qui vaut le détour. C'est Caral au Pérou, et pourquoi ça vaut le détour? En tout cas, il y a un truc assez intéressant, c'est qu'on est en moins 2600. On est en moins 2600, on fait des pyramides à l'autre bout de l'Atlantique, sachant qu'en Égypte, c'est le début des pyramides aussi. On fait la première pyramide à degrés de Saqqara. Donc c'est assez étonnant de se rendre compte que des deux civilisations qui ne se sont a priori pas croisées ont commencé à faire des pyramides à la même époque, moins 2600. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en plus d'avoir des pyramides qui ne sont pas celles d'Égypte, parce que les pyramides d'Égypte sont les seules à avoir des faces lisses, on a en plus des bâtiments pour certaines circulaires qui ont été accolés aux pyramides, qui peuvent très vite faire penser à des notions astronomiques, parce que dans la nature, à part le soleil et la lune, il n'y a pas grand-chose qui est circulaire, donc souvent on peut penser à ça, à des connotations astronomiques, et c'est le cas. Là, j'ai juste pris la fiche Wikipédia du site de Caral. Donc voilà, des preuves ont été trouvées que les hommes Caral avaient des connaissances en astronomie. On se rend compte que, encore une fois, on a des orientations des bâtiments qui sont liées aux astres. Donc là, on ne nous explique pas si c'est sur les points cardinaux. Parfois, ça peut être sur d'autres astres. Mais en tout cas, ça a l'air évident. Et on a aussi retrouvé des petits cercles de pierre avec des colonnes, donc en gros, qui est déduit comme étant soit des places, des lieux d'observation des étoiles, soit encore une fois, on peut avoir des lieux qui s'orientent par rapport à des astres en particulier. Donc encore un site avec des corrélations astronomiques. D'ailleurs, c'était le dernier qu'on a vu. Maintenant, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Je tenais à faire à ce point-là quand même une remarque par rapport à ce qu'on a vu, par rapport à ce qu'on connaît d'une manière générale sur l'histoire, pas que l'histoire de l'astronomie des anciens peuples. C'est que les connaissances de nos ancêtres sont supérieures à ce que l'on suppose historiquement. En fait, ça c'est un lieu commun, c'est une évidence en fait. Mais je tiens bien à le signaler, c'est que forcément, quand on remonte à 20 000 ans en arrière, et même il y a 1000 ans, 2000 ans,
ce qu'on sait historiquement, toutes les données qu'on a sur une civilisation, elles sont pas à 100%, elles correspondent pas à 100% et bien loin de là par rapport à ce qu'ils connaissaient vraiment. Donc il faut bien garder ça en tête. Il y a des trucs qu'on a perdus forcément des connaissances de nos ancêtres. Un exemple tout simple, quand vous observez la position de la Lune et du Soleil, vous allez vous en rendre compte aujourd'hui, mais il y a 10 000 ans, il y a 20 000 ans, il y a 300 000 ans, c'est la même chose, toujours pareil. Quand vous avez la nouvelle Lune, c'est-à-dire une Lune que vous voyez à peine toute noire, non éclairée, eh ben, le Soleil est jamais bien loin, parce qu'en fait, ce moment-là, c'est le moment où la nouvelle Lune, où la Lune est entre nous et le Soleil. Quand elle est dans ces différentes phases, que vous avez ici ou ici, eh bien, vous allez pouvoir remarquer que quand la Lune est au milieu du ciel, le Soleil se couche. Inversement, quand le Soleil se lève, la Lune est au milieu du ciel. Et dans tous les cas, le croissant de Lune sera toujours tourné vers le Soleil. Et dernier exemple, quand on a le lever du Soleil qui se produit, la Lune est en train de se coucher et vice-versa. Quand la Lune est au milieu du ciel, vous êtes en pleine nuit, forcément, vous n'aurez jamais le Soleil, et vice-versa, si vous voyez le Soleil au zénith en jour de pleine Lune, la Lune ne sera pas là, elle est de l'autre côté de la Terre. Tout ça pour vous dire que le constat simple qu'on peut faire de tout ça, c'est que le Soleil éclaire la Lune. Il faut savoir que cette connaissance basique que tout le monde peut constater, historiquement, elle est associée aux Grecs. Historiquement, on est censé pas savoir que les peuples anciens sont pas censés savoir. Or, on voit bien que, avec une simple observation, on peut le déduire. Et d'ailleurs, pour aller plus loin dans ce raisonnement, de manière assez indirecte, il n'est pas si difficile que ça pour des peuples anciens de déduire de ça que la Lune et le Soleil, et peut-être même la Terre, sont des sphères. Or, pareil, encore une fois, c'est les Grecs qui sont censés, les premiers, penser que le Soleil et la Lune étaient sphériques. Deuxième élément avant de passer sur le planétarium de Memphis, les connaissances de nos ancêtres font parfois écho à des données scientifiques modernes, et ça c'est beaucoup plus étonnant. Donc j'ai deux exemples principaux à vous présenter. Le premier concerne la constellation d'Orion. Donc c'est une constellation qui est assez connue parce que surtout l'hiver, elle est assez haut dans le ciel en pleine nuit. Elle est assez vaste. Elle est composée de 7 étoiles qui sont relativement brillantes, notamment ici Betelgeuse et Rigel, qui sont de même éclat, qui sont de couleurs complètement opposées, on va dire, dans le spectre lumineux, une rouge, une bleue. Donc c'est vraiment une constellation qui a fasciné les hommes depuis très longtemps. Et aujourd'hui encore, quand on la regarde, cette constellation, on comprend pourquoi elle est si fameuse. Eh bien, il y a un mythe sur Orion qui concerne les aborigènes. Donc, voici la légende qu'on nous raconte à son sujet. Un homme appelé Niruna, qui représente Orion, est un chasseur qui poursuit de ses activités les sœurs Yuviaria, les Pléiades, Kambubuya, j'ai du mal à le dire, l'aînée des sœurs, représentée par la vague des Pléiades, s'interpose. Elle jette régulièrement de la poussière sur Niruna, ce qui a pour effet d'atténuer l'éclat du feu de Betelgeuse qu'il tient à la main. Donc cette légende qui a été montée, ce mythe qui a été monté par les aborigènes, il a des milliers d'années. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a quelques années de ça, ce qui s'est passé, c'est que l'éclat de Betelgeuse a diminué fortement, mais de plus de 20%. Ce qui n'était pas connu, parce que c'est une étoile qui a déjà un cycle lumineux qui varie, mais pas à ce point-là. On ne savait pas ce qui se passait. Et donc, à l'heure actuelle, l'explication principale, c'est que quelque part dans l'espace, entre nous et cette étoile, qui est une géante gazeuse, il y a un nuage de poussière qui s'interpose à cycle régulier. Et il est fort probable que les peuples, depuis des dizaines de milliers d'années, aient remarqué ce phénomène et qu'ils l'aient transposé dans leur mythe. Et ce qui est assez marrant, c'est que leur explication colle avec l'explication scientifique d'aujourd'hui, c'est peut-être un hasard. Sinon, comment aurait-il pu déduire ça? On a un autre mythe qui est un peu plus connu, qui concerne les Dogons du Mali. Donc, chez les Dogons du Mali, il y a une cérémonie qui se déroule tous les 7 ans et qui se reproduit tous les 60 ans et qui fait honneur justement à l'étoile Sirius qui est appelée Sibutolo. Et ce qui est plus étonnant, c'est que pour les Dogons du Mali, Sirius A une compagne, donc que eux appellent Potolo, et a même une troisième compagne qui s'appelle Emneyatolo. Et il faut savoir que Sirius A, on a découvert qu'elle avait une compagne, mais au début du XXe siècle, grâce au télescope, qui commençait à être assez conséquent.
Et en fait, là, même s'il y a des variations, notamment, là, la valeur scientifique du cycle de Sirius, c'est 50 ans, là, c'est 60. Même s'il y a des variations, il est assez étonnant de constater qu'il pensait qu'il y avait bien une compagne à Sirius. Donc là, on a un deuxième exemple assez étonnant. Comment ont-ils pu avoir ces connaissances-là? On ne sait pas. En tout cas, ils les ont. Et je pouvais vous retenir ça. Si un jour, le monde astronomique découvre une troisième compagne à Sirius, vous pouvez vous dire que là, les Dogons, ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas retenu ça au hasard. Il doit y avoir une explication. On va partir maintenant sur l'Égypte et on ne va plus la quitter jusqu'à la fin. Une petite citation d'un astrophysicien qui s'appelle Jean-Pierre Luminet, mais il se base sur les propos d'un égyptologue qui de mémoire s'appelle Mathieu Bertrand ou Bertrand Mathieu, il a deux prénoms, donc je ne sais plus dans quel ordre c'est. Chez les Égyptiens, Orion était identifié au dieu Osiris, dieu de la mort et de l'outre-monde. Son sarcophage du dieu, figuré par les trois étoiles alignées au centre, donc c'est les trois étoiles du baudrier d'Orion là, était veillé par les quatre fils d'Horus, symbolisés par Saïf, Bételgeuse, Bellatrix et Rigel. Donc c'est les quatre étoiles qu'on a là. Donc ça fait les 7 dont je vous ai parlé. Donc là pareil, on a un mythe égyptien qui est transposé sur une constellation qui est aussi assez fameuse pour eux. Et ça va nous faire le premier point d'entrée astronomique sur le plateau de Gizeh, puisque je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, il y a une théorie qui est développée par quelqu'un qui s'appelle Robert Bauval, qui a des décennies et des décennies, je crois que ça date des années 70, qui estime que les trois grosses pyramides du plateau de Gizeh représentent les trois étoiles du baudrier d'Orion. Donc vous avez les noms là, Al-Itak, Al-Milam et Minchaka. Donc là, moi, ce que j'ai illustré, c'est quelque chose que j'ai vérifié de manière un peu plus poussée, c'est de voir si cette corrélation, elle fonctionnait. Donc l'idée de Robert Bauval, c'est que ça fonctionne pas tout à fait actuellement, mais que ça fonctionnerait en 10 500. Donc il a fait ça avec des logiciels des années 60-70. Je ne sais pas si c'est corrigé derrière. Moi, j'ai vérifié, je me suis rendu compte que quand on fait coller, ce qui est évident, c'est facile pour tout, les deux premières étoiles aux deux grosses pyramides, on a un décalage sur la troisième, et que peu importe où on va regarder dans un logiciel d'astronomie, pour voir par exemple si en moins 10 500 c'est différent, en fait ça bouge pas beaucoup. C'est dû au fait que ces étoiles bougent très peu dans le ciel, c'est ce qu'on appelle le mouvement propre, elles sont très très loin de nous, et elles bougent très très peu entre elles. Donc en fait, dans le temps, elles restent relativement fixes, même s'il y a une petite variation. Voilà, donc cette corrélation, pour moi, ça reste malgré tout un très bon point d'entrée pour appréhender les données astronomiques que les Égyptiens ont pu connaître. Et c'est ainsi qu'on va partir sur la corrélation que je propose, alors qui est beaucoup plus complexe. C'est ça un peu on va dire c'est son point faible, la corrélation d'Orion. Vous faites correspondre trois étoiles à trois planètes, à trois pyramides, pardon, et puis ça s'arrête là. Là, ce que je vais proposer est beaucoup plus développé, et j'ai envie de dire fonctionne mieux. Pourquoi? Alors il y a un truc que j'ai pas dit là. Un truc qui aurait pu aller dans le sens de la théorie de Bauval, c'est qu'il y a une corrélation entre la brillance de ces trois étoiles et la taille de ces trois pyramides. Or, ce n'est pas le cas. En fait, ces deux étoiles-ci sont de brillance relativement similaire. Celle-ci est un peu moins brillante. Donc, il n'y a pas de corrélation en fait entre la brillance des étoiles du baudrier d'Orion et la taille des pyramides. Donc, moi, ce que je propose comme point d'entrée, c'est de faire ce parallèle-là. Vous avez une belle vue du dessus des trois pyramides du plateau de Gizeh, et vous avez une vue issue d'un logiciel d'astronomie. Donc là, pour l'instant, c'est juste les tailles qui sont respectées, c'est pas les distances, bien évidemment. Eh bien, la corrélation parle d'elle-même. J'ai presque pas besoin en tout cas comme point d'entrée, de la décrire. On a une taille similaire entre la Terre et la pyramide de Khéops, Vénus et la pyramide de Képhren, et Mercure et la pyramide de Mykérinos. Le truc qui est intéressant aussi, c'est de noter, hasard ou pas, que le volume, en fait, ces deux planètes sont vraiment, la Terre fait 12 700 km et Vénus fait à peu près 12 000 km, donc c'est assez proche. Vénus représente 86% du volume de la Terre. Ben, il se trouve que si vous amusez à mesurer le volume de Vénus, c'est 86% de Képhren, c'est 86% du volume de Khéops. Donc ce que je vais vous présenter, moi, c'est les corrélations, on va dire, principales. Ça fait partie des petits détails supplémentaires qui donnent des indices et qui font que je n'arrive pas à lâcher l'affaire sur ce truc-là. J'ai beau le regarder, le machin, j'y vois un planétarium. Donc voilà.
pour la première donnée. Donc ce que j'ai fait par la suite, on le voit bien là, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que, hein, bien évidemment, les planètes, elles tournent autour du Soleil. Des positions, il peut y en avoir, pas une infinité, mais plein d'autres. Là, on a quand même une configuration qui est assez particulière, que j'ai réussi à retransposer. Alors, vous formalisez pas sur la date, j'ai réussi à trouver une date où on trouve les 3 planètes exactement dans la même configuration, c'est-à-dire où les planètes sont quasiment alignées, comme les 3 pyramides du plateau de Gizeh. Voilà, c'est juillet 2071. Ça tombe bien, c'est mon anniversaire, le 21 juillet. Mais vous ne formalisez pas sur la date, ça ne veut pas dire que cette date veut dire quelque chose ou voilà, il va y avoir l'apocalypse ou quoi. Hein. C'est complètement indépendant, c'est juste une façon de vérifier que cette configuration-là, elle peut correspondre aux pyramides. Est-ce que vous êtes remonté dans le passé pour voir à quel moment avait lieu aussi cette... Alors ce logiciel, il remonte jusqu'à l'an 0. Et c'est le plus pratique pour découvrir ça. Donc malheureusement, il faut se faire à la main dans un logiciel qui s'appelle Stellarium, toutes les configurations pour essayer de trouver. Et j'ai pas trouvé dans le passé, pas aux dates des pyramides en tout cas. C'est pour ça que c'est pour ça que je précise 2071. Je sais pas s'il y en a qui connaissent la révélation des pyramides, le film, la révélation des pyramides. Dans la révélation des pyramides, il y a une hypothèse à la fin qui dit que tout ça c'est une horloge astronomique. Alors il parle pas du tout de ça, mais et qu'il va y avoir une sorte de fin du monde dans le passé. Je précise ça parce qu'il y en a qui s'imaginent que du coup, en 2071, certains d'entre eux seront encore là. On verra bien, mais je crois pas. Donc voilà, cette configuration-là, il faut savoir que évidemment les planètes elles bougent en permanence, surtout plus elles sont proches du Soleil, plus elles bougent vite. Hein. Et que donc là on a une configuration qui fonctionne très bien à une date particulière, mais c'est pas une date précise. Vous avez vu le 21 juillet avant, c'est pour faire l'image. Et en gros, cette date c'est entre le 14 juillet et le 21 juillet à peu près, où on a une telle configuration que c'est ça aussi qui est intéressant. Je vais revenir un peu là. C'est que c'est pas n'importe quelle configuration qu'on a. C'est une configuration où à la fois les 3 planètes sont les plus proches l'une de l'autre et elles sont le plus éloignées du Soleil. Vous voyez, l'orbite de Vénus est assez excentrée. On est quasiment au plus éloigné du Soleil. C'est le cas aussi pour Vénus et c'est le cas aussi pour la Terre. Même si leurs orbites sont relativement circulaires. Donc si on se pose la question de l'intentionnalité, c'est quand même pertinent parce que c'est une configuration particulière. C'est en plus un quasi-alignement. Donc, dans cette configuration-là et entre ces dates-là, on a comme distance dans le système solaire entre la Terre et Vénus 48,7 millions de kilomètres et entre la Terre et Mercure 93,6 millions de kilomètres. Donc là, petite devinette, même si tout est un peu sur le slide, à votre avis, quelle est la distance entre ces 2 pyramides et entre ces 2 pyramides sur le plateau de Gizeh? Est-ce que vous avez une idée? En tout cas, c'est suggéré. Hein. L'indice, tout est dessus. Petite idée? Ok. Il y a l'idée, mais en fait, c'est ça, sauf que c'est beaucoup plus resserré. En fait, on a 487 mètres entre les 2 grosses pyramides, et entre Khéops et Képhren et Mykérinos, on a 936 mètres. Alors, encore une fois, hein, il y a plusieurs configurations possibles, mais là, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Ce qui est assez intéressant, c'est maintenant je vais faire le lien avec la civilisation égyptienne et ce qu'on en connaît. Cette configuration, elle est particulière, je vous dis, par les distances des planètes entre elles et par rapport au Soleil. Mais cette période 14 juillet, 21 juillet, c'est pas n'importe laquelle. En gros, on parlait de remonter le temps tout à l'heure. Attendez, 14 juillet, c'est de quelle année? Justement. C'est exactement ce que j'allais dire. Parce que vous avez posé la question, est-ce qu'on pouvait remonter dans le temps? En fait, cette configuration-là, c'est toujours la même. C'est le moment, à ce moment-là, alors c'est pas tous les... C'est 2071. Oui. Sauf que ces planètes-là, elles se retrouvent les unes à côté des autres, pas que en 2071, mais il y a un cycle, après ça varie beaucoup, en 2071 ça marche assez bien. Et tous les 30 ans à peu près, ça se retrouve comme ça, et si vous rajoutiez une planète supplémentaire, ça rallonge le cycle. Mais c'est toujours entre 14 juillet et 21 juillet que ces planètes sont éloignées du Soleil. C'est ça qui nous donne les saisons, donc voilà. C'est quelque chose qui varie sur des cycles qui sont très très longs. Entre aujourd'hui et il y a 4500 ans, ça change rien. Et le truc qui change, c'est que, justement, c'est un truc assez intéressant, c'est que aujourd'hui, le solstice d'été, c'est le 21 juin. À cette époque-là, c'était le 14 juillet. Et justement, on va faire le lien avec le calendrier égyptien. Le voici, le calendrier égyptien.
C'est un calendrier de 360 jours, pardon, plus 5 jours, qu'on appelle épagomènes, et qui sont tout simplement des jours, 5 jours, qui sont dédiés aux dieux principaux du panthéon égyptien, que sont, voilà, dans les équipes, Osiris, Horus, Seth, Isis et Nephthys. Et c'est assez intéressant de se remarquer déjà que ces 5 jours dédiés à ces dieux-là, ça commence le 14 juillet, on a exactement le même début ici, mais en plus de ça, la saison qui va démarrer à partir du 19 juillet, c'est la saison des crues, et elle s'appelle Akhet. Et la pyramide de Khéops s'appelle Akhet Roufou, l'horizon de Roufou en fait. Donc on a un lien entre cette configuration planétaire et le calendrier égyptien. Bon, c'est ça que je veux dire, c'est la période du calendrier égyptien la plus importante pour les anciens égyptiens. Surtout que vous avez un problème avec le calendrier, puisque 360 jours, ça ne permettait pas d'avoir les saisons pour les plantations correctes. Donc vous avez un souci de... Alors ils corrigeaient avec ces 5 Vous avez été jours. obligé d'inventer ça pour corriger. C'est ça. Et puis ils avaient un cycle, mais leur cycle principal c'était lié au lever de Sirius en fait, qui y a un décalage d'un jour, mais tous les 1460 ans, donc ça a mis du temps avant de se décaler. Donc voilà, ça c'est important parce que c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que, voilà, pour ceux qui pourraient me dire, votre truc c'est complètement anachronique, ça correspond pas du tout à ce qu'on sait des Égyptiens, la configuration planétaire correspond avec le début du calendrier égyptien, et on a même une corrélation entre cette fameuse saison qui démarre le 19 juillet et le nom de la pyramide de Khéops. Donc ça, pour moi, c'est assez important de le retenir. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce que je vous ai montré jusque-là? Ça veut dire qu'en gros, pour faire l'effort un peu intellectuel, vous prenez le système solaire, qui est vaste, et vous le réduisez d'un 100 millionième. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette configuration qu'on a là, 1 mètre au sol va représenter 100 000 km dans le système solaire. Pour vous donner une idée, c'est cette échelle-là de 1 pour 100 000. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une échelle qui est cohérente, c'est-à-dire que c'est ce qu'on nous a permis tout à l'heure d'essayer de peut-être déduire voilà, on garde les chiffres. Si vous avez une échelle au 1 dixième, 1 centième, etc., c'est beaucoup plus pratique. Donc, encore une fois, si c'est une intention, c'était la meilleure chose à faire que de prendre une échelle comme celle-ci. Alors, vu tout de suite, si vous enlevez des zéros, les pyramides seraient trop proches entre elles, ça fonctionnerait pas. Et si vous en rajoutez un, elles seraient distantes de plusieurs dizaines de kilomètres, donc ça fonctionnerait pas non plus. Alors, le Soleil, on va y venir. Vous arrêtez pas d'anticiper les liens, c'est bien. Le Soleil, il se trouve à 700 mètres à peu près à l'ouest de Mykérinos. Et donc, bien évidemment, je savais d'emblée qu'il n'y avait pas de pyramide ici. Il n'y a rien d'antique. Ou alors, il y avait quelque chose, peut-être un obélisque, je ne sais pas, mais il n'y a rien d'antique. Par contre, ce qui est assez marrant, le hasard est assez fou, c'est qu'à cet endroit-là, il y a le seul point de vue panoramique sur le plateau touristique. C'est-à-dire qu'ils ont fait un parking, il y a un petit muret en quart de cercle qui donne sur le truc. Ce qui est assez fou, c'est que cette vue-là, elle n'est pas du tout bonne. Vous verrez plus tard, en fait, les pyramides sont condensées et la pyramide de Khéops, qui est la plus fameuse, elle est cachée en partie par celle de... Donc je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ça. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis là, mais ils sont tombés sur le point soleil du planétarium. Donc c'est assez fou. C'est assez fou. Je ne saurais pas en dire plus. Est-ce que j'essaie de voir si je peux trouver des rapports de fouilles, parce que j'imagine qu'ils vont faire des parkings, ils vont faire des fouilles. Est-ce qu'il y avait quelque chose à l'époque? Est-ce qu'il y a des... Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'aimerais bien savoir. Mais en tout cas, il y a une corrélation assez marrante, même si, voilà, là c'est une corrélation qui pour le coup est liée à quelque chose d'assez moderne, un parking. Mais vous allez sur Google Maps ou sur Google F, vous verrez, c'est le seul point de vue panoramique. C'est le seul endroit, a priori, où les voitures peuvent faire demi-tour, se garer, etc. Sinon, vous faites tout à pied. Là. Et je vous recommande d'aller plutôt soit au niveau du Sphinx, vous avez une belle vue sur les pyramides, soit carrément vous allez faire une balade en cheval ou en chameau, et au sud, vous allez avoir une vue magnifique sur les pyramides. Là, à part me faire un petit clin d'œil à mon planétarium, je ne vois pas pourquoi ils ont fait ça. Donc, vous vous doutez bien que par la suite, ce que j'ai voulu chercher, c'est, en fait, il faut savoir que pour nous, comme pour nos ancêtres, les planètes visibles à l'œil nu, ça va jusqu'à Saturne, ça va pas au-delà. Donc là, il nous reste en gros à aller voir Mars, Jupiter et Saturne dans l'ordre de distance. Première problématique que j'ai eue dès le début, même si je vais y répondre après, l'absence de la pyramide de Mars. Donc en fait,
la démarche, et une fois que j'ai mon point soleil et que j'ai ça, ça fonctionne. Vous avez vu, hein, là, j'ai tracé l'orbite mini du soleil à Mercure et l'orbite maxi à chaque fois. Plus les cercles sont rapprochés, plus les orbites sont vraiment circulaires. On a vu que l'orbite de Mercure était assez elliptique. Ben voilà, ça veut dire que l'ellipse, elle va se retrouver là-dedans. Donc pareil, à chaque fois, j'ai fait un cercle à l'échelle dont je vous ai parlé tout à l'heure, orbite mini, orbite maxi, et je dois trouver quelque chose dans cette année. Là, je n'ai rien trouvé, si ce n'est que, alors là, c'est une image où il n'était pas encore construit, mais en gros, vous voyez ici, ils ont construit le musée égyptien, le musée du Caire, le nouveau qui va ouvrir l'année prochaine. Et si on revient, hop, ici, ce qui est assez marrant, c'est que vous avez Mars dans ma date 2071. Et Mars est pile à l'emplacé du musée. Et je ne sais pas si vous voyez ce musée, si vous avez déjà vu des images ou quoi. C'est un musée qui est en forme triangulaire très allongée. Il a ce profil-là en fait. Donc ça, encore une fois, c'est qu'un détail, mais c'est encore un clin d'œil. Il n'y a pas Mars, il y a un musée maintenant à cet endroit-là. Merci à eux. Mais je repose ma question. Oui. Il y a 5000 ans, quand ils ont construit les pyramides, est-ce que Mars était à cette position? Non. Non, il y a 5000 ans, le Mars n'était pas à cette position. Non. Là, pour le coup, c'est plus facile à vérifier parce que le cycle est beaucoup plus long. Vous avez à peu près 30 ans pour que se reproduise à peu près ça, même si c'est toujours un peu décalé. Si je remonte aux alentours alors j'ai essayé aux alentours des moins 2600, c'est la période de datation de la pyramide, moins 3000, j'ai pas trouvé. De toute façon, j'ai même pas trouvé d'autres configurations parfaites comme celle-ci. Je sais qu'elles existent, mais pas forcément à cette époque-là. Hop, je vais trop vite. Clac. Donc j'ai mis de côté Mars et alors il faut savoir que déjà d'avoir une corrélation entre ces trois pyramides et les trois planètes, j'aurais pu en rester là, c'est déjà pas mal. J'ai découvert après qu'un physicien avait trouvé cette corrélation avant moi. Mais j'aurais bien aimé que ça aille plus loin et vous allez voir que ça va plus loin. Donc là, on a les deux cercles qui correspondent dans lesquels doit s'inscrire à l'échelle l'orbite de la planète Jupiter. Donc là, on est déjà à 7,4 km, entre 7,4 km et 8,16 km. Donc encore une fois, avec l'échelle que je vous ai dit, ça vous permet de savoir dans le système solaire à quelle distance se trouve Jupiter, c'est-à-dire entre 740 et 816 millions de kilomètres par rapport au Soleil. Donc par rapport à ce point-là. Et au nord-ouest, donc si on remonte ici, en fait on est à Bourawash. On se trouve sur un site que en fait j'ai découvert grâce à ça. C'est en cherchant, je vais trop vite, c'est en cherchant la zone de Jupiter que j'ai trouvé cet ancien site, qui est un site de pyramide qui est très méconnu, mais c'est dommage. Enfin, c'est méconnu parce qu'elle a été démontée par les Romains en fait. Les Romains ont commencé à la démonter et au Moyen-Âge ça a été fini, ça a servi de carrière pendant des siècles. Ils l'ont démontée. Pourtant, on avait ici une pyramide qui est assez intéressante parce qu'elle était similaire à la pyramide de Mykérinos, qu'on verra juste après. Et c'était la plus haute pyramide d'Égypte, la plus haute en altitude. Ils l'ont vraiment mis beaucoup plus haut que disait. Et moi, j'étais content de la découvrir. Déjà, je la connaissais pas. Mais en plus de ça, c'est une pyramide qui fait complètement partie de la suite des trois autres que vous avez vues. Tout simplement, il faut savoir que la pyramide de Khéops a été construite en premier. Mais après, c'est pas la pyramide de Képhren, celle qui est quasiment aussi grosse, qui a été construite, mais c'est celle-ci. Donc dans l'ordre chronologique, ça colle très bien. Elle y est plus, parce qu'elle était notamment plus accessible, il y a une voie là, et ils ont pu la démonter plus facilement. Mais elle fait complètement partie de la 4e dynastie et des pyramides Aphrastis les plus majestueuses qu'il y ait eu. Donc là, ça colle très bien, et en plus de ça, c'est la plus élevée en altitude, et elle colle dans mon planétarium à la pyramide de Jupiter, qui est la pyramide la plus grosse du système solaire. Non. Non, pas vraiment. Dans tous les cas, elle est de taille similaire à Mykérinos. Donc on verra après, les volumes ne correspondent pas de manière globale aux tailles des planètes. Ils y sont pris de manière plus subtile, si je ne m'abuse. Donc on fait pareil, pour trouver Saturne, j'ai tracé un cercle qui commence à être assez gros. Alors il faut savoir que, vous voyez,
mon histoire, ça fonctionne si on avait trouvé la pyramide ici, 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 ici. Ça fait quand même beaucoup de cas possibles. Pour ceux qui me diraient que c'est un hasard. Mais par contre, si c'était trouvé dans ces zones qui sont encore plus grosses, ça marchait pas. Et là, il n'y a pas de pyramide, il n'y a rien. Là, il n'y a pas de pyramide, là, il n'y a rien, là, il n'y a rien. Rien du tout. Donc, bref, je trace les deux cercles qui correspondent à Saturne. Donc là, on commence à être loin. On est à 1370 millions de kilomètres dans le système solaire et là, 1500 millions de kilomètres. Et ici, on le voit un peu sur l'écran, et ben, je suis tombé sur la plus vieille des pyramides, à savoir la pyramide qui est la seule grosse pyramide de cet ordre-là, à degrés, la pyramide de Djoser à Saqqara. Donc voilà, c'est la première pyramide d'Égypte, et c'est la seule de cette facture qui sera faite en gradin pendant quelques dizaines d'années. Après, il n'y en aura pas d'autres de cette taille qui vont être faites, et après, on va passer aux pyramides à facies. Donc voilà, ce qui est assez... Alors maintenant, on peut passer sur la slide suivante. J'ai retranscrit donc ces deux pyramides qui correspondraient aux deux géantes gazeuses du système solaire. Jupiter, avec sa pyramide qui était en gros, on verra après, similaire à Mykérinos, c'est-à-dire qu'il faut savoir, la bicolore. La pyramide était bicolore. Ou bicolore, ou totalement rouge, on ne sait pas, elle était démontée. Mais elle est représentée comme ça dans les livres, actuellement dans les livres d'Égypte. Donc là, on a un lien entre la plus grosse planète du système solaire et la pyramide qui était la plus élevée en altitude. Et on a un lien assez intéressant avec cette première pyramide, puisqu'il faut savoir que, évidemment, c'est connu, Saturne a des magnifiques anneaux, et la pyramide de Djoser était une pyramide complètement ceinturée de ce qu'on appelle un mur à rodents, c'est-à-dire un mur où vous avez des creux et des bosses. C'est un mur qu'on dit symbolique, mais dont les égyptologues ne connaissent pas exactement la nature. Ils ne savent pas ce que ça représente. Et ben, dans mon planétarium, ça tombe bien parce que ça représenterait les anneaux de Saturne. Alors vous avez tous les sites pyramidaux de 3e et surtout 4e dynastie qui ont des murets, qui ont des temples, qui ont tout un tas de trucs. C'est tout un complexe, il n'y a pas que la pyramide. Mais celle-ci, c'est la seule, c'était un mur de 10 mètres de haut, à avoir un tel ceinturage aussi grandiose que la pyramide elle-même. Donc là, on a une corrélation assez étonnante. On en a deux autres qui m'ont bluffé, moi, personnellement. Alors, une, c'est peut-être anecdotique, mais cette pyramide à 6 degrés. Et comme moyen mémotechnique pour le planétarium, c'est pratique, parce que Saturne est la 6e planète du système solaire en partant du Soleil. Donc ça, c'est une petite corrélation. Et la corrélation la plus folle, c'est que la planète Saturne est la planète la plus ovale du système solaire. Elle a beau être plus petite que Jupiter, elle est beaucoup plus ovale. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on a eu les anneaux qui se sont formés. Eh bien, la pyramide de Saqqara est la seule pyramide à base rectangulaire. Elle n'est pas à base carrée. Les dimensions de cette planète, c'est 121 000 km au niveau de l'équateur et 109 000 km au niveau des pôles. Donc on a 121 000 ici et 109 000 km. Cette pyramide fait 121 mètres par 109 mètres. Donc on a encore une corrélation numérique et une échelle assez cohérente entre ces deux éléments. Donc ce qui fait qu'une vue d'ensemble, voilà, on a ce que j'appelle le planétarium de Memphis en vue globale. En gros, entre ici et ici, on a 21 km. Et il faut savoir, de manière assez étonnante, si on considère donc que toutes ces planètes font partie d'un plan d'ensemble, toutes les pyramides, pardon, font partie d'un plan d'ensemble, il faut savoir qu'en fait, on est aligné. Ces pyramides sont alignées. Si vous tracez une ligne entre Saqqara et Redjedef, vous passez par Mykérinos. Est-ce que c'est encore un élément? Là, il y a 8 et là, il y a 13. C'est ça que la distance. Après, peut-être que justement, elles sont alignées parce que c'était plus simple avec des feux et c'est plus simple de viser un angle que de viser, de viser une ligne droite que de viser un angle. Alors voilà. Ce qui est intéressant, c'est là, je vous ai mis là-haut la brillance de ces planètes vues du Soleil. Vous allez dans un logiciel d'astronomie, vous paramétrez pour voir le ciel, non pas depuis la Terre, mais depuis le Soleil. Et ben vous allez voir que Vénus est la plus brillante, ensuite c'est la Terre,
et Mercure. J'ai tendance à mélanger le nom des pyramides et des planètes. Ensuite, vous avez Jupiter, qui est la quatrième plus brillante. Ensuite, vous avez Saturne et Mars, est vraiment très peu brillante par rapport à celle-ci. Et donc, ce que j'ai découvert par la suite, pour notamment expliquer la taille des pyramides, parce qu'en gros, là, vous avez vous êtes censé avoir la représentation de la plus grande planète du système solaire. C'est quasiment la plus petite des pyramides. La plus grande, ce serait la Terre. Bon, ça, à la rigueur, ça pourrait être normal de mettre de l'importance surtout sur la Terre. Là, on a vu qu'on a une corrélation assez intéressante entre ces deux pyramides, mais après, la pyramide de Djoser, elle est justement légèrement plus grande que la pyramide qui est censée représenter Jupiter. Donc en fait, conclusion, en elle-même, ces pyramides ne représentent pas réellement le volume des planètes telles qu'on les connaît. Mais attention, le volume, c'est facile pour les planètes rocheuses, mais les planètes gazeuses comme Jupiter et Saturne, c'est pas le volume. Alors, c'est le parallèle que je voulais faire, c'est là on parle de planétarium. Si vous allez dans un planétarium ou si vous avez eu peut-être vos enfants qui avaient un planétarium dans leur chambre, on ne peut pas avoir les mêmes proportions entre les différentes représentations. Quand vous allez dans un planétarium, en principe vous avez 3 échelles différentes. Le Soleil qui est immense à sa propre échelle, il va être représenté par exemple, je dis une bêtise, il va être représenté comme ça. Et Jupiter et Saturne, qui sont beaucoup plus grosses que nos planètes Terre, Vénus, Mars, etc., vont être représentées à une échelle différente, parce que sinon, en fait, on les verrait pas, elles seraient toutes petites. Donc il y a 3 échelles différentes. Et là, c'est pas tout à fait petit, c'est comme si on avait une échelle pour celles-ci, qui se correspondent, et après une autre échelle différente, à la fois pour celle-ci et à la fois pour celle-ci. Et ce que j'ai trouvé, en fait, c'est que si vous retournez sur le fameux point de vue panoramique touristique, qui correspond à mon point soleil, vous allez pouvoir vous rendre compte, alors ça c'est des vues Google, bien évidemment de nos jours, avec la pollution, vous allez au Caire, vous ne verrez plus au loin les pyramides, mais j'imagine qu'à l'époque c'était possible. En tout cas c'est possible en les regardant dans Google Earth. Vous mettez sur ce point de vue, vous allez voir ce que je disais tout à l'heure. C'est pour ça que je disais que c'est une vue pas très... Je ne sais pas pourquoi ils ont fait cette vue-là, c'est pas très flatteur pour Khéops. On voit que Képhren est beaucoup plus grosse que les autres. Vous avez une corrélation entre la taille apparente de toutes ces pyramides et la brillance des astres du Soleil. Donc en fait, là, on a encore une fois la même corrélation que je vous ai montré jusqu'à présent. Depuis ce point de vue Soleil, on voit que Képhren est bien plus grosse que Khéops et Mykérinos, qui sont presque de taille égale. Et ensuite, on voit un peu mieux la pyramide de Djedefre parce qu'elle était au sommet ici. Et la pyramide de Djoser est visible, mais très légèrement là-bas au fond. Et là, on a la même correspondance avec la brillance des planètes. Donc ça, c'est pour moi la deuxième corrélation principale. Après l'échelle et les brillances, c'est les deux données principales qui sont nécessaires déjà pour construire un planétarium. Et c'est les deux données les plus logiques à réutiliser si on veut le retranscrire. Je ferai une petite remarque par rapport à Mars, parce que Mars est un peu plus complexe. J'ai dit que Mars n'était pas présente là où je l'attendais. Par contre, à côté de la pyramide de Mykérinos, ici, on a une pyramide. Alors en fait, il y a un alignement de 3 petites pyramides qui sont dites pyramides des reines. Forcément, on appelle ça des pyramides du roi, on appelle ça des pyramides des reines. Même s'il y en a 1, 2, 3, 4, on s'en fiche. On dit que le pharaon a 1, 2, 3 petites. Il n'y en avait qu'une de ces 3 qui était une pyramide à face lisse. En fait. Et il se trouve qu'elle était rouge en plus. Donc moi, je suggère que, de manière assez subtile, ils ont signifié Mars ici, parce que Mars étant beaucoup moins brillante et que les autres planètes vues du Soleil, et en plus petite que la Terre et Vénus, si elle avait été positionnée à son emplacement sur la bonne échelle, en fait, on ne la verrait pas de ce lieu-là. Donc ça, c'est une des suggestions. Après, il y a d'autres éléments plus pertinents qui montrent que la pyramide de Mykérinos est un peu particulière. On va voir ça. Je ne sais pas où on est au niveau du timing, mais... Pardon ? Je suis pas spécialement sûr que... Enfin, non, je suis pas spécialement sur ce... Alors, j'ai cherché, pour parler de... Sans rentrer dans l'idée qu'on avait éventuellement une planète à cet endroit-là. Si on prend l'orbite de Cérès, qui est le plus gros astéroïde de cette ceinture, il n'y a pas de correspondance particulière. Tout comme il n'y en a pas pour Uranus et Neptune. Ce qui est logique parce qu'en fait, tout ça n'est pas visible
Déjà Mars, ça devient un peu plus limite, c'est la planète la moins... Depuis le Soleil, depuis la Terre, Mars, vous la trouvez. Hein. Vous pouvez la confondre avec une étoile, mais par contre, depuis le Soleil, ça commence à être un peu limite. On la confond aisément avec une étoile. On fait pas la distinction. Donc après, voilà, ceinture d'astéroïdes, Uranus, Neptune, c'est pas visible à l'œil nu, pas repérable. Je vais revenir un peu sur toutes les pyramides, parce que tout ce que je vous ai montré, alors il faut savoir qu'il y a une centaine de pyramides en Égypte qui se répartissent sur à peu près 1200 ans, entre moins 2600 et donc moins 1400. Les pyramides qui font partie de mon planétarium sont tous condensées sur la 3e, 4e dynastie, c'est-à-dire les toutes premières pyramides, les plus volumineuses, et celles qui nous restent encore aujourd'hui les plus majestueuses, les mieux conservées. Et donc, on les retrouve dans l'ordre chronologique ici. Donc, on a ici la planète la plus éloignée dans le système solaire, représentée par la pyramide la plus éloignée dans le temps, Saqqara. On va passer pour l'instant celle-ci, dont je n'ai pas encore parlé. Et ensuite, on retrouve ici l'horizon de Khufu, donc Khéops, qui représente la Terre. Ensuite, on a Jupiter. Ensuite, on a Vénus. Et ensuite, on a Mercure. Ce qui nous reste à évoquer, c'est ces trois pyramides-là, qui étonnamment, donc vous voyez déjà, il faut savoir, ça c'est 230 mètres de large et c'est 146 mètres de haut, ça représente le volume de dingue et un travail de dingue. Eh bien, il faut savoir qu'on attribue trois des plus majestueuses pyramides à un seul et même pharaon, Snéfrou, qui est le père de Khéops, la pyramide de Meidoum, ici, la pyramide hydroboïdale et la pyramide rouge. Donc moi, comment j'intègre ça? Parce qu'on pourrait me dire, ça fait pas partie du planétarium. Non, parce qu'on a déjà identifié les autres planètes, il n'y en a pas d'autres. Par contre, moi, comment j'intègre ceci dans la chronologie? Pour moi, tout simplement, la pyramide de Meidoum, qui est la première pyramide à face lisse, serait tout simplement le premier prototype de pyramide à face lisse. Parce que souvent, on nous dit comment ils ont fait ça. Ils ont fait ça presque du jour au lendemain, ils ne savaient pas faire des pyramides, ils en ont fait. Non, quand on regarde, ils ont sans doute appris à faire des pyramides à face lisse après celle-ci à Meidoum. Comme elle ne fait pas partie du planétarium, c'est la toute première, ils l'ont faite complètement en dehors du champ de règne des pharaons à l'époque, c'est-à-dire la région de Memphis. Là, on est à 60 km au sud, donc vous la voyez pas du tout. Pour moi, elle a été faite là-bas justement pour pas la voir, et puis pour commencer à un peu l'apprentissage, on va dire, des pyramides à face lisse. Et ça se retrouverait dans la suivante, qui est la pyramide de Meidoum, puisque celle-ci, de la pyramide rhomboïdale, pardon, à Dachau, qui a été faite avec deux pentes, peut-être toujours pour continuer à maîtriser la construction de pyramides à face lisse. Tout comme ensuite, on continue prudemment à faire une pyramide qui est vraiment avec une pente très très douce. En fait, c'est la pyramide qui a le rapport le plus bas entre sa base et sa hauteur. Elle est vraiment, elle est courte sur patte, on va dire, en termes de proportion. Comme si on continuait à essayer de maîtriser l'architecture des pyramides à face lisse. Donc voilà, pour moi, vous allez voir qu'elle s'intègre dans des références astronomiques, excepté celle-ci, mais elles sont ici entrecalées pour pouvoir faire à coup sûr le joyau de toutes les pyramides, qui est la pyramide de Khéops, la seule pyramide avec des chambres internes qui montent quasiment jusqu'à la moitié de la pyramide. Et on va donc évoquer ces deux pyramides qui ont des noms à connotation astronomique, à n'en pas douter. Chacune de ces pyramides a deux noms. Le premier nom, c'est celle qui brille au sud et celle qui brille au nord. Et le deuxième nom que j'ai retenu ici pour ce slide, c'est Snéfrou est apparu au sud, Snéfrou est apparu au nord. Donc quand on compile les deux noms des choses, si on veut y associer des étoiles, ça nous paraît assez parlant de reprendre les noms. Donc on aurait affaire à des étoiles qui se lèvent et qui se couchent, puisqu'elle apparaît au sud, ça veut dire qu'elle disparaît. Mais par contre, ce qui est étonnant, c'est que ces pyramides, elles sont distantes de 2 km. Elles sont bien au-delà de celle-ci. Donc on n'est plus dans le cadre des planètes, vous allez voir, dans le planétarium. Mais elles sont très proches, donc c'est bizarre d'avoir dit celle qui apparaît au sud, celle qui apparaît au nord. Normalement, elles apparaissent à peu près en même temps, si elles ont des corrélations astronomiques. Donc on va voir, tout simplement, à quoi correspond selon moi ces planètes. Donc là, on sort du cadre du planétarium, puisqu'il s'agit d'étoiles, et on va se mettre au niveau du platéisé sur le Sphinx.
il y a une corrélation qui est faite assez pertinente, je pense, entre le Sphinx qui est à Lion à tête d'homme et la constellation du Lion. Cette statue géante représenterait la constellation du Lion, qui est la constellation qui culmine à l'est au moment du 14 juillet, au moment des crues du Nil. Donc déjà, on a une première correspondance, et surtout, on a un bossage sur ce Sphinx ici, qui fait référence à l'étoile principale qui est sur le plastron du Lion, et qui s'appelle Régulus. Et tout simplement, si vous réglez cette étoile, cette constellation, dans l'axe du Sphinx, c'est-à-dire pile à l'est, et que vous regardez en direction de la pyramide rouge et de la pyramide rhomboïdale, alors là c'est un montage, hein, mais vous avez cette constellation qui est au-dessus, Bételgeuse à gauche et Rigel à droite. Donc pour moi, la pyramide rouge, comme par hasard, représenterait l'étoile rouge Bételgeuse, et la pyramide rhomboïdale représenterait l'étoile Rigel. Et ça expliquerait le nom carrément. Vous avez vu qu'au début, on a vu que dans la mythologie égyptienne, ces trois étoiles, c'était le tombeau d'Osiris. Osiris, qui est un des dieux les plus, on va dire, fameux pour les anciens Égyptiens. Eh bien, si vous prenez le nom, Snéfrou est apparu au sud de quoi? Snéfrou est apparu au nord de quoi? Eh bien, au sud, ici, et au nord, ici, d'Osiris, tout simplement. Donc là, il y a une corrélation astronomique, et j'arrive à retrouver une corrélation avec les noms des pyramides, qui fait que, en plus d'utiliser ces pyramides comme des moyens d'apprentissage pour faire les pyramides à Tasnis, ils ont quand même réussi on va dire, à diviniser deux étoiles assez importantes qui sont associées aux deux fils aînés d'Horus. Et là, on est sur l'avant-dernier slide, je crois, de mémoire. Donc, je vais rajouter un petit code couleur. Alors, tout ce que je vous ai montré, c'est vraiment une synthèse des travaux que je présente sur ma chaîne, donc voilà, l'apprentissage, on en a parlé tout à l'heure. Après, j'ai plein d'autres petites vidéos, parce que au-delà de cette corrélation planétaire que j'ai faite, j'ai essayé d'aller chercher s'il y avait d'autres données, alors il y en a plein, astronomiques notamment, qui pouvaient alimenter mon hypothèse. Et j'en ai trouvé pas mal. Et là, je vous présente une des plus intéressantes. C'est l'idée que sur le plateau de Gizeh serait représenté, en plus de Mercure, Vénus, la Terre, à travers des ceinturages de granit qu'on a ici, mais pas ici, la planète Mars en plus, et le Soleil. Donc en gros, vous considérez que ces trois pyramides, elles sont d'architecture légèrement différente. La pyramide de Khéops, qui représente la Terre, et uniquement la Terre, et d'une seule couleur. La pyramide de Képhren, qui représente principalement Vénus, pourrait représenter de manière assez subtile, avec son parement léger de granit rouge, le Soleil. Il faut savoir d'ailleurs que c'est cette pyramide qui est reliée au Sphinx, qui est un symbole solaire. Donc ça pourrait aller dans ce sens-là. Et surtout, là, on a une pyramide qui était bicolore, en fait. C'est un truc qui est assez peu connu, parce qu'aujourd'hui, on a une pyramide qui a un ton à peu près similaire, on dirait voilà, c'est du calcaire, c'est légèrement jaunâtre, mais on avait vraiment sur une vingtaine de mètres de hauteur du granit rouge et après du calcaire de Toura. Donc, pour moi, c'est une façon supplémentaire, en plus de cette petite pyramide-là, de représenter la planète Mars. Il faut savoir aussi qu'il y a une corrélation parfaite avec la mythologie égyptienne, qui pourrait expliquer pourquoi ces deux pyramides sont associées. Tout simplement, dans la mythologie égyptienne, Mars et Mercure représentent Seth et Horus, qui sont les deux ennemis fratricides, qui ont une place assez importante. Ils se tirent la bourre tout le temps dans la mythologie égyptienne. Et donc, ça pourrait expliquer pourquoi ils ont choisi, de manière symbolique, de les associer tous les deux. Je rajouterai à ça des données purement géométriques. Si vous prenez la hauteur de cette pyramide et que vous divisez par la hauteur du parement granit rouge, vous avez le même rapport que le diamètre entre la planète Mars et la planète Mercure. Et il y a d'autres corrélations comme ça qui fonctionnent. La dernière que je vais vous montrer, c'est que je vous ai déjà dit que ces pyramides ne sont pas tout à fait alignées. Alors là, on a l'impression que ces trois points sont alignés, mais c'est pas le cas. D'ailleurs, si ça avait été le cas, ça aurait peut-être convaincu les égyptologues que ces pyramides ont été construites en corrélation les unes avec les autres. Or, actuellement, le consensus, c'est de dire, on a fait ça, on l'a fait de cette taille, on ne sait pas trop pourquoi. Après, on en a fait une petite, dont je vous ai parlé à Redjedef. On est revenu faire une grande, puis on a fait une petite. Mais il n'y a pas de lien, même géométrique, quand ils les ont mis au pif. Voilà.
C'est un peu le consensus. S'il y avait eu cet alignement, éventuellement, ils auraient pu le reconnaître. Mais c'est pas le cas. Hein. On a un léger décalage. Si vous reliez les trois centres de ces pyramides entre elles, vous allez avoir un angle de 191,5 degrés que vous allez retrouver. Si vous comparez cet angle de 191 degrés avec les 360 degrés complets, vous avez un rapport de 1,88. Et 1,88, c'est le rapport entre la période de rotation de Mars et de la Terre. Vous prenez la période de rotation de Mars, vous divisez par 365, vous tombez sur 1,88. Donc en gros, serait signifié en plus, avec ces petits codes couleurs, des données astronomiques qui lient Mars et la Terre par rapport au Soleil. Et après, voilà, il y a plein d'autres corrélations comme ça que j'aurais pu montrer, mais je veux pas noyer trop dans les chiffres. J'essaie de faire quelque chose de synthétique et pas trop mathématique, parce que je sais des fois, les mathématiques et la géométrie, ça peut avoir un effet contre-productif, surtout quand on parle de pyramides et de civilisations égyptiennes. Et voilà, j'en ai fini. Et donc là, j'ai fait un petit slide. Si vous devez, comme c'est assez dense, retenir qu'une donnée pour appréhender le planétarium antique, c'est ceci. C'est le fait que on a une corrélation entre les trois premières planètes du système solaire et les trois pyramides du plateau de Gizeh en termes de taille, qui est assez visible et qui, j'espère un jour, remplacera cette hypothèse de corrélation d'Orion, qui me semble beaucoup moins pertinente que celle-ci. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. On va peut-être pouvoir passer un peu aux questions. Vous avez parlé de Pluton tout à l'heure, qui serait une des planètes. Oui, non, j'ai pas parlé de Pluton, mais Mercure, pardon. oui. C'est la plus proche, c'est ça? C'est la plus proche du Soleil. Non, Pluton, elle est encore plus éloignée que. Et puis ils l'ont enlevé. Ouais, de plus. Ils ont décidé que c'était une planète. Moi, ce qui m'a intéressé, si je peux juste demander un peu plus d'infos, c'est la planète qui n'existe pas, la pyramide qui n'existe pas. Oui. Je la connais pas, enfin moi je découvre aujourd'hui. Il y en a certainement plusieurs qui ont été construites, mais comment ils l'ont trouvée? Comment elle a disparu? Celle qui représente Jupiter. Celle qui représente Jupiter. Oui, malheureusement. Alors, en fait, vous pouvez trouver un documentaire. Souvent, on parle d'une quatrième pyramide sur le plateau de Gizeh. Alors, des fois, certains disaient qu'elle était là. Moi, ça m'a arrangé qu'elle soit là. Mais vous avez un documentaire qui s'appelle soit la pyramide oubliée, à moins qu'il y en ait deux, soit la quatrième pyramide, qui va vous parler de celle-ci. Son malheur à elle, c'est qu'elle est plus proche du Caire, de la ville, du cœur historique du Caire. Et en fait, elle est faite beaucoup plus en hauteur. Il y a là pour le coup, la rampe qui a servi à amener les blocs est encore présente. Donc en fait, c'était très facile d'y accéder. Et les Romains ont dû être attirés par le granit. Ils ont tout dézingué. Le gros avantage de ça, c'est très peu. Voilà, c'est là. C'est que du coup on sait exactement comment c'était fait à l'intérieur. Parce qu'ils ont même enlevé vous savez la chambre haute, la fameuse chambre haute, la pyramide de Khéops, elle est en granit. D'ailleurs c'est assez fascinant parce que c'est des milliers de tonnes de granit qui ont été montées à 70 mètres. C'est une sacrée prouesse. Et là c'était le cas a priori aussi, c'était en granit, mais ça a tout été démonté. Donc on voit en fait toute une partie de l'architecture qu'on ne peut pas voir sur l'autre pyramide. Donc c'est à la fois un malheur, mais pour les égyptologues ça a été un bonheur de voir comment c'était fait à l'intérieur. Par contre, du coup, elle est pas connue du tout. Les gens ne la connaissent pas. Je la découvre aujourd'hui, je savais pas qu'elle. Moi, je l'ai découvert avec mes recherches. C'est-à-dire que ça a été un choc pour moi de me dire, je cherche une pyramide qui corresponde à Jupiter, et je tombe sur un truc qui, en plus, correspond parfaitement Et les égyptologues ne savent pas pourquoi il y a Khéops qui a été fait, et après, ils sont allés faire là. Donc, du coup, ils se sont imaginés qu'il y avait une cassure dans la dynastie, qu'il y avait eu des conflits et tout. Et en fait, ce site, maintenant, il est de plus en plus exploité, pas du tout, en fait. Il était parfaitement... Sa pyramide a été finie, il était parfaitement intégré, on ne sait pas pourquoi il est venu la faire là. Donc, vous avez bien compris que moi, mon idée, c'est que le plus fameux j'en ai pas parlé, le plus fameux des architectes Imhotep, qui est le premier à faire une pyramide en Égypte, aurait, peut-être, je suppose qu'ils avaient les connaissances astronomiques pour, et qui aurait eu l'intention de développer un planétarium, enfin en tout cas... des pyramides représentant des planètes,
et transmis à travers les différents pharaons l'ordre, on va dire, de construire chacun sa pyramide. planète. Ça serait dans ce but-là. Ils avaient chacun. Après, je ne prétends pas que c'est que ça, hein, les pyramides. Je pense qu'il y a un sacré condensé de connaissances quand même, qui sont. Je ne dis pas qu'il n'y a que des connaissances astronomiques, mais en tout cas, moi, c'est celles qui m'ont sauté aux yeux parce que je suis assez sensible à ça, mais Ça a du sens. je ne dis pas que c'est exclusivement ça. Oui, enfin, on parle aussi beaucoup d'Orient, enfin, des trois étoiles. Qu'est-ce qui penche le plus vers les planètes et le plus vers Orient? Parce que quand on regarde le ciel, on voit bien cette fois. Moi, je m'interdis pas de penser qu'il y a un clin d'œil à Orion qui soit fait avec la position des trois pyramides, mais comme je vous ai dit, la brillance ne correspond pas et l'écartement n'est pas tout à fait le même. Mais moi, je les estime complémentaires. S'il n'y avait pas eu la corrélation d'Orion, j'aurais peut-être jamais eu cette découverte. Après, ce qui fait que la théorie d'Orion a encore de beaux jours devant elle, je pense que c'est simple, c'est basique, c'est 3 points, on projette au sol. Mais même les astrophysiciens, certains astrophysiciens qui ont étudié un peu le truc, qui pensent que ces pyramides ont été alignées grâce aux étoiles, et pour certains qui pensent même que les conduits d'aération de la pyramide de Khéops sont alignés sur Orion, tout ça, ne franchissent pas le pas de dire que ça correspond à Orion. Parce qu'ils s'imaginent, pour eux, il faut que ce soit parfait, quoi. Donc l'alignement qu'on a au début, là, là, voilà, ils ont fait la même vérification que j'ai faite. Ils ont vu que ça colle pas, et puis basta. Mais c'est pas parce que ça colle pas que c'est quand même assez proche, quoi. Que ça fasse référence à ça, en plus qui est considéré comme la demeure d'Osiris, la demeure finale d'Osiris, ça colle parfaitement avec la. Donc pour moi c'est un empilement de données astronomiques, donc les deux sont complémentaires. Par contre, le planétarium est beaucoup plus complexe, donc du coup, à faire comprendre et puis à faire admettre, à mon avis, c'est beaucoup plus difficile. On va essayer déjà dans le monde francophone, et puis on verra. Parce que si l'avantage, c'est que dans le monde anglo-saxon, il y a beaucoup plus de public en fait pour ces sujets-là. Donc la corrélation d'Orion, je crois qu'elle a 50 ans. C'est encore de beaux jours de Noël, et puis dans un monde où il y a beaucoup plus de monde, plus s'y intéresse. Et maintenant, si on va plus loin, et si on regarde les photos qui ont été faites sur les soi-disant pyramides de Mars, est-ce qu'il y a une corrélation aussi avec celle du plateau celle du Caire? Je n'ai pas étudié le sujet, et maintenant, parce que je fais beaucoup mumuse avec Google Earth pour ce truc-là, il faut savoir que Google Earth, vous avez aussi la possibilité d'aller sur la Lune, et vous avez Google Lune et Google Mars. Et je suis allé voir sur Google Mars. On ne sait pas. Par contre, le truc qui est étonnant, notre réflexion, c'est que quand vous allez sur Google Mars, c'est beaucoup plus joli, les images sont de meilleure qualité que sur la Lune. Sur la Lune, c'est assez étonnant, la qualité n'est pas bonne. Quand vous allez sur les sites d'alunissage, je ne veux pas partir dans d'autres sujets, mais quand vous allez sur les sites d'alunissage, c'est toute la 3D, c'est pas du réel. Donc, là, ça ouvre autre chose, là. Vous allez sur Google, deux choses. La qualité qui est moins bonne que sur Mars, c'est assez étonnant, alors c'est plus proche de nous, et en plus on connaît bien mieux la Lune que Mars. Et les sites d'alunissage, c'est de la 3D. Vous avez le module, linéaire, tout, mais c'est pas des photos, moi j'aurais aimé voir des photos. Bref. Le doute persiste. Ouais, ça c'est pour lancer d'autres. C'est une autre conférence. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a des tiroirs là, parce que je pense au Bucégie qui est lié avec l'Égypte. Bon, ça c'est pareil, ça peut être un conte, ça peut être une histoire, ou ça peut être vrai, j'en sais rien. Il y aurait des tunnels qui rejoignent le Sphinx de Roumanie avec le Sphinx. Je pense sous le plateau de Gizeh, sans partir dans les trucs dont on ne sait pas, à mon avis c'est un sacré gruyère aussi, Après, je pense qu'il maîtrisait bien le Nil, les eaux du Nil, et qu'il doit y avoir un paquet de canaux souterrains. Par contre, ne parlez pas trop du Sphinx. On va parler un petit peu pour l'étoile du soleil qui se couche. Ouais. Mais par rapport aux positions des planètes, on ne parlez pas trop du Sphinx. Est-ce que le Sphinx a une position qu'on peut retrouver dans le planétarium? Non, il ne correspond à rien. Alors déjà, c'est pas une pyramide, donc ça ne me choque pas qu'il ne représente pas de planète. Par contre, il a
je vous ai montré, il est lié à Vénus, qui est un peu mis en couple avec le Soleil dans ce planétarium, et clairement le Sphinx est lié, est un symbole solaire déjà. Il est lié à Osiris, c'est ça? Symbolique. Il est lié un peu à Osiris aussi, et surtout il est lié à la constellation du Lion qui dans l'histoire égyptienne correspond justement à ce moment de l'année qui est important pour les Égyptiens, c'est-à-dire le début des crues. C'est à ce moment-là que le Sphinx, la constellation du Lion est le plus haut dans le ciel. Et ça correspond aussi à cette période du 14 juillet. Donc voilà, la corrélation que je fais, c'est ça. C'est plus le lien avec sa propre constellation que... Et puis on a vu le plastron, espèce de bossage du monde plastron qui correspond à l'étoile. Et c'est une des plus vieilles constellations d'Égypte. Moi j'ai encore une question. Est-ce que vous avez regardé sur les pyramides aztèques ou incas en Amérique du Sud? Alors là, ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence parce que j'ai la même corrélation au Mexique. Avec les Teotihuacan, vous avez Teotihuacan. Là, ça c'est pareil. Bon, déjà, j'ouvre la porte à une autre Là, conférence. on fait venir Hervé la prochaine fois parce que les deux font la paire. Hein, il connaît, oui, et puis il connaît. Ouais, ils travaillent ensemble. Donc j'ai fait le même travail à Teotihuacan. À Teotihuacan, il y a 3 pyramides, comme sur le plateau de Gizeh. Jupiter et Saturne correspondent bizarrement à des grosses montagnes, dont une est en forme pyramidale, et qui sont en opposition exactement comme vous avez vu là. C'est-à-dire, là vous avez les trois pyramides de Gizeh qui représentent les 3 planètes du système solaire, et tout au sud, celle qui représente Saturne, et tout au nord, Jupiter. À Teotihuacan, c'est exactement la même chose. Sauf que là, vous avez une planète, bizarrement, qui n'est pas représentée. À Teotihuacan, c'en est une autre. C'est Vénus qui n'est pas représentée. Par contre, Mars est représenté par la petite pyramide qu'on appelle la pyramide du serpent à plumes, Quetzalcoatl. Donc c'est la même chose, avec la même échelle. Donc là, en termes de probabilité, il n'y a pas beaucoup de et puis la pyramide du Soleil représente, ce qu'on appelle la pyramide du Soleil représente la Terre pour moi. Elle a à peu près la même taille que Khéops, elle fait 220 mètres de large, celle-ci elle fait 230. La petite pyramide dite de la Lune, pour moi elle représente Mercure, elle fait à peu près la même taille que Mykérinos. Il y a plein de corrélations comme ça, assez étonnantes. Même si je ne pense pas qu'elles soient aussi vieilles que celles de Khéops. Là elles sont où, dans quel pays? C'est à Teotihuacan au Mexique. Ouais, c'est quel pays ça? C'est au Mexique. C'est au Mexique. Parce que je pensais au Pérou. Et les pyramides des pharaons noirs Bah là, il y a beaucoup de pyramides, c'est plus tardif. beaucoup plus tardif. Ouais, et beaucoup de pyramides qui sont assez condensées au même endroit. On a essayé de me suggérer d'autres endroits pour trouver des planétariums. J'ai une piste sur l'île de Pâques, mais cette fois-ci on n'a plus de pyramides. Pascal a une question. Oui, en fait, je voulais tout simplement savoir quel était le but pour l'homme de cette époque, justement de raconter ça, de dire on s'aligne avec les planètes. Il y a un but pour l'homme. Moi je pense que c'est quand même beaucoup lié à leurs croyances, à leur mythologie. Le ciel, on l'a vu, le ciel fascine les hommes depuis des millénaires. Il est possible aussi qu'il leur soit arrivé des choses assez folles. Notamment, on le sait, au niveau du Dréas récent, il y a 12 millions de ça, peut-être des comètes, tout ça. Ouais. Donc le ciel pour eux a une importance. Et on voit bien qu'ils ont. Nous, il y a l'astrologie, nous on est influencés par les planètes. Ça, éventuellement. Il y a peut-être des aspects donc astrologiques. il y a pyramide, planète, nous. Voilà, je voulais. Nous, par rapport aux pyramides et aux planètes, je voudrais savoir le lien. C'est vraiment pour moi un souhait, on peut dire spirituel, de connecter le ciel à la terre. Ouais. Et en fait, ça se voit par la forme d'une pyramide. Moi, j'ai entendu dire qu'un être humain sous une pyramide, même si elle est toute petite, il y avait on dit à un moment donné comme quoi ça empêchait de vieillir, quoi. Il faudrait faire les expériences. Il faudrait quelqu'un qui s'y mette au moins une année. En tout cas, sur de l'alimentaire, le vin se bonifiait. Le vin se bonifiait. Alors, pareil, j'ai jamais vérifié, mais il paraît qu'il y a
certains cavistes qui ont des les des fermes en forme de pyramide. Vous testez, c'est pareil. Non, mais il faut qu'on teste. Hein, Moi, l'avantage avec ce truc, c'est que voilà, je peux vérifier, c'est vrai ou c'est pas vrai. Les gens peuvent vérifier, c'est pas vrai ou pas vrai. Pour ces trucs-là, ouais. Le hasard n'a pas tellement ça. Moi, j'ai un côté très terre à terre qui fait qu'il faut que je vérifie tout. J'ai fait je fais de la permaculture et j'ai fait des tests, mais pas assez poussés, pas assez longs de ça, de faire des pyramides et d'essayer de mettre des cultures pour voir les différents. J'ai pas été assez assidu pour dans la durée voir comment. Il y a de la lune déjà. Ah bah avec la lune, oui. Avec la lune. Et d'ailleurs, ils embaumaient et ils mettaient leurs morts dans c'est des tombeaux, ces pyramides. Donc il y a un truc, quoi. Il y a un lien avec les astres, parce que l'embaumement durait 70 jours, et 70 jours, c'était le temps pendant lequel Sirius n'apparaissait plus. Sirius, l'étoile Sirius, qui est l'étoile la plus brillante, était très importante pour les Égyptiens. C'est celle qui marquait le début des chronos. Il commençait à se lever au même endroit, c'est pour ça qu'on parle de levier héliaque de Sirius, au même endroit que le Soleil. Donc en fait, il précédait le Soleil. On la voyait au lever, à l'est, et après le Soleil arrivait, et puis on ne la voyait plus, au 14 juillet, au moment de la crue de Nil. Donc encore une fois, cette période-là. Et par contre, quand elle disparaissait, c'est-à-dire quand elle ne se levait plus, c'est le cas de certaines étoiles, eh bien, c'était pendant 70 jours. Et ces 70 jours correspondent à la durée d'embaumement des trucs. Donc le lien entre l'astronomie et les rituels, etc. Déjà, pour voyager, il se fiait aux étoiles. Oui, et puis il ne faut pas oublier que les pharaons, à sa mort, est censé aller rejoindre Osiris dans la constellation d'Orion, et les femmes étaient censées rejoindre à la mort l'étoile Sirius. Donc le lien étoile... Non, c'est bon, ça filme plus.